Alba, j'ai cueilli des pivoines en pensant à toi. J'ai pris des blanches comme ton nom et comme ton idéal, et des rouges comme tes combats. Voilà, ce que c'est qu'une navette. Alors elle passe comme ça, et elle, dessus, dessous, il y a, t'as vu un métier à tisser? Ah. Alors tu sais comment ça marche. Oui. Voilà. Un souvenir. C'est lourd, hein? Oh. C'est du bois dur. Et alors quand tu reçois ça à la figure, j'avais une camarade de maman, une compagne de travail qui en avait reçu une sur la... Et bien, à cause de ça, j'ai jamais voulu apprendre à tisser. Ça m'avait traumatisée, hein. En Italie encore. Elle a perdu l'œil, elle l'a reçu en pleine figure. Et ils étaient tous tisseurs. Tu vois cette photo-là? Eh bien, tous. Ils sont tous tisseurs, excepté moi. Même mon frère est devenu tisseur. Mais moi, j'ai toujours eu peur. Vous êtes d'hiver de long, j'imagine. Je sais pas si elle est plus récente ou plus ancienne. Je peux aller voir? Oui. Alors je l'actionne. Oui. Dans le textile, je fais que ça. Je suis toujours restée au retordage. On mettait 2 fils, ou 3 même, ensemble, et une machine qui les retordait. Je menais une machine qui avait, je ne sais pas, 5-6 mètres de long. Buongiorno, il Consolato d'Italia. Sono cittadina italiana. Vorrei sapere se le prossime elezioni politiche avranno luogo l'anno che viene. No, non c'è niente di fisso. Sì, perché vado sempre a votare e come devo votare in Italia l'anno prossimo vorrei coincidere le date con le elezioni, ma non sanno niente. No. Non c'è niente in corso. La ringrazio. Buongiorno. On était très proches, parents, enfants, tu vois. Leur vie, ils la vivaient, ils étaient très unis d'abord entre eux. Tout ce qu'ils vivaient, ils le racontaient à la maison. Mon éducation politique s'est faite comme ça, sur le tas. Par ta famille? Par ma famille, oui. De voir vivre les miens. Puis j'avais assisté à cette époque, à ce réveil prolétarien qu'il y avait eu à la fin, pendant la guerre et puis à la fin de la guerre. De mes tantes, mes oncles, ils étaient tous, c'était tous des militants alors. Et comment tu vois, toi, l'évolution du parti depuis? Ben, on peut pas dire que ça va bien, mais moi je garde espoir parce que je dis que c'est pas possible, les idées sont justes. Et je pense qu'il y aura une évolution, qu'on arrivera quand même à s'en sortir parce qu'il y a que cette solution, hein. Il n'y en a pas d'autre. Hein. C'est nous qui avons raison. Hein. Est-ce qu'il y a eu des moments au cours de ton activité militante ou de ta vie où tu t'es sentie en désaccord ou est-ce que tu as toujours été... C'est-à-dire qu'il y a des choses que je n'ai pas approuvées. Je n'ai pas approuvé l'exclusion des militants, que pour un oui ou pour un non, on excluait les militants, surtout à mon époque. Surtout à l'époque où moi j'avais adhéré, jeune communiste, il y avait déjà il y avait des discussions que j'approfondissais même pas, mais je trouvais que s'ils étaient sincères, pourquoi les exclure? C'était pas, on a chacun sa façon de voir. Ce sont des choses qui sont des différences de tactique, des différences de façon de penser, de voir les choses autrement, mais qu'on conserve le même idéal. J'ai dit, il ne faut pas quitter le parti pour ça, tant qu'on sait qu'il est sur la bonne voie. Tu m'as rappelé plus. C'est quoi? Bonjour. Bonjour. Alors, vous savez que je pars en Italie, hein? Alors, je vous laisse mes clés et vous veillerez sur ma maison. D'accord, c'est bien.
il y avait beaucoup de familles italiennes. C'était le père qui prenait l'initiative, qui se faisait naturaliser toute la famille. Et mon père, je ne sais pas, mon père était très attaché à son village. Il voyait toujours de retourner, alors il ne jugeait pas nécessaire de... Puis les années ont passé et ça s'est fait comme ça. Mais nous, on ne sentait pas de différence. Ça ne nous manquait pas le fait, on se considérait viennois, on avait grandi à Vienne, Vienne c'était notre pays, on ne sentait pas c'est après la guerre que nous avons demandé la nationalité française avec mon frère, mon mari et moi, et elle nous a été refusée. Les raisons politiques certainement. Où c'est qu'il faut appuyer? Espresso. Il est bon dans le café. Il est dans la pièce. Alors. Il y a quelque chose à propos des élections en Italie? Le chef de l'opposition de droite italienne a définitivement refusé tout débat télévisé avec son adversaire du centre-gauche, Francesco Rutelli, avant les élections législatives du 13 mai. Il a affirmé que Francesco Rutelli n'était pas digne de lui. J'ai mal barré, hein? J'ai peur des abstentionnistes. Ça signifierait quoi que Berlusconi... Ça signifierait un drôle de passage à droite, surtout qu'il est allié avec les néo-fascistes italiens. Je ne sais pas. Nous sommes toujours venus avec mes parents voter en Italie, et comme je ne peux pas voter en France, je viens voter en Italie. Même si c'est qu'une voix, c'est toujours une voix. Puis maintenant c'est l'Europe, alors qu'on vote en Italie ou en France, pourvu qu'on vote. Ah voilà le clocher. Je suis assez d'accord avec l'Europe, mais c'est une autre Europe que je voudrais. Je voudrais l'Europe d'une bonne organisation, de l'Europe des travailleurs, de l'Europe des peuples, et pas être sous la mainmise des capitalistes, comme c'est le cas. Ça me fait un peu peur pour ça, parce que... Mais enfin, je pense que le vote est utile, si on veut défendre ses idées. Grazie. Terrible, madame. T'as compris ce qu'il m'a dit? Non. Que j'ai bien fait de venir, j'ai apporté le beau temps. Voilà le Monte Rosa. Tu sais, le Monte Rosa, il fait frontière avec la France, l'Italie et la Suisse. Il est comme moi, il vit avec tous ses souvenirs. Et bien voilà, la maison où nous habitions. C'est celle-ci.
On a passé des jours heureux avant la guerre de 14. Ciao, Lidia. Lei è in sura? No, io non ho tempo, adesso mi danno di mangiare. A me fratello da lì. Adesso la vai sulla Vittorina, sono già tre. Oui, j'ai cambié. La Marine, meno quei dia. Tu vois, cette maison, elle avait été laissée à leur père Mais ça par va le se me patron du château là-bas. Sta qua Isella che ha aiutato l'altro papà. Al nonno. A son grand-père. On vit tant de l'altro papà. On vit encore de la tua mamma. Io ancora sì. J'ai connu sa maman, qu'elle n'a pas connue. Ah, sono più. Elle vient vous cuire, je viens te tuer. Et je Adesso arriverà la Vittorina. On y dit quelque chose. Anche se vuoi voi in la piazza. Avant la guerre, il y a un événement qui s'est passé qui m'a marqué, puisque je m'en suis toujours rappelée. C'est l'assassinat de Jaurès. Mon père travaillait, maman à ce moment-là, elle avait encore mon frère tout petit, elle ne travaillait pas. Et alors le soir, dans les belles journées d'été, on allait à sa rencontre. C'était un petit chemin de campagne, quoi. Et ce soir-là, il n'arrivait pas, alors nous retournons à la maison, et je la voyais inquiète, alors je disais, pourquoi papa ne vient pas? Elle me dit, mais si, il va venir, il va venir. Et puis quand elle est arrivée, il avait l'air triste, et maman lui dit, moi j'étais inquiète, alors il lui dit, mais on s'est réunis à la porte des usines, parce qu'on a tué Jaurès. Demain, il y a grève générale. Et moi, cette impression de tuer, je lui dis tuer, mais comme le lapin, j'avais vu tuer un lapin, il dit oui, comme le lapin. C'est loin en bas de la vallée, je ne sais pas, en voiture on ne se rend pas compte, mais ça fait loin. Ça fait une bonne heure de route. Hein. D'ailleurs, ils ne rentraient pas à midi. Ils portaient leur panier, puis des fois ils allaient faire la polenta aux alentours, là. Ils se réunissaient plusieurs, ils se faisaient une polenta. Et voilà. C'était la vie rustique d'ici. Mon père était militant. Ma mère, elle était militante syndicaliste. Alors, elle avait beaucoup milité, puis les femmes avaient beaucoup, dans notre coin, beaucoup manifesté contre la guerre. Hein. Siete venuti per prendere la polenta? Come vi piace? Fine, grezza? Ah, io mi piace piuttosto grezza. E anche voglia di lavorare. Oramai. Come oramai? Ma cos'è per Non è vero. Ecco, Quanto fa in tutto? allora, 5, fanno 12 e 5. Molte grazie e buon viaggio a Valle Morto. Sta a Turin, ma le non proprio da Turin, alle da Asti, senti? Ah, le mon frère. Dimmi che stai a Turin, ma Sta a Turin, ma insomma le piemontesi. Io tutto un mese mi riesce a dire che vai su? Non? Non, mais ton bel braccio per venir giù. Sì. J'ai un souvenir, mais il m'a été transmis par mes tantes, par une de mes tantes, et elle m'a dit, ça ne m'étonne pas que tu sois féministe, parce que, il me dit, quand tu étais petite, tu étais venue avec nous une réunion, mais avant la guerre. Et ils avaient décoré la salle avec des portraits de militants, et il y avait Marx, il y avait Karl Marx. Et alors moi, j'avais vu Karl Marx sur des cartes postales que papa avait à la maison. Je pointe mon doigt dessus, puis je dis, regarde Karl Marx. Alors il y avait la militante qui venait de l'extérieur, elle regarde ce petit bout de chou là qui dit, mais tu connais Karl Marx? Alors je la regarde, puis je lui dis, oui je le connais, c'est un ami à mon papa. Alors je suis allée à l'école à 6 ans.
Et je me rappelle, d'abord j'étais très entourée par mes tantes, ma grand-mère, ma maman, c'était tous des femmes, les hommes étaient à la guerre. Alors c'était une ambiance très douce, tu sais, on était chouchottés là et tout. Et j'avais trouvé les maîtresses dures, les sœurs, je les avais trouvées dures. Et puis je ne sais pas si elles avaient déjà une hargne contre moi. Mes parents n'étaient pas catholiques, donc je n'avais pas été baptisée. Et elles m'en voulaient certainement pour ça. Nous avons quitté le hameau et nous sommes allés chez ma grand-mère quand mon père est parti à la guerre. Je n'ai pas grand souvenir, je sais qu'on manquait de beaucoup de choses. L'armistice n'était pas signé encore, mais enfin on sentait quand même qu'il y avait des bruits de paix. Et là, mon père, il était malade et il n'a pas pu reprendre son travail de tisseur. Alors, il lui fallait de l'air, le grand air et tout. Alors, son beau-frère lui proposa, lui a dit, si tu veux venir avec moi à la montagne, il s'est remis petit à petit. Les affaires n'allaient pas très bien, on vivait difficilement. Et alors, il y avait un de ses amis qui était en France qui lui avait proposé de lui envoyer une lettre d'appel. À ce moment-là, on envoyait une lettre d'appel, on était sûr d'avoir du travail en arrivant. Alors, il a accepté, en accord avec maman, et il est parti. Je me rappelle, d'après ce que lui m'a raconté, c'était le 28 octobre 1922, et c'est au moment, juste le train arrivé à Modane, qu'il a appris que Mussolini avait fait la marche sur Rome, donc qu'il avait fait un coup d'État en Italie, il avait pris possession de l'État italien. Et après que nous étions partis, ça a continué la répression. Ils sont allés chez nous, dans l'appartement, dans la maison qu'on habitait avec mon grand-père. Ils ont sorti les livres, ils ont brûlé, ils ont tout saccagé. Alors après, il était catalogué comme antifasciste et il ne pouvait pas retourner. Tant qu'il y avait Mussolini, il n'a jamais pu retourner. Alors il nous a demandé de venir le rejoindre, maman, mon frère et moi, et nous sommes venus 2 mois après. Maman a pris du travail aussi, nous sommes allés à l'école et voilà. On a connu la France. C'était pas le Pérou, mais enfin on vivait pas mal, quoi. Il y avait pénurie de logements et on atterrissait où on pouvait. Tu vois, c'est la fenêtre du 3e étage. Enfin, c'est une fenêtre qui est fermée maintenant. Elle donnait sur le palier. Et là, il y avait un robinet d'eau, mais qui n'était pas dans notre appartement. On prenait l'eau, là. Et c'était une cuisine avec une pièce, avec 2 lits. C'était meublé, mais sommaire, non. Je me souviens qu'il y avait, qu'on entendait le soir vendre l'humanité dans la rue. On entendait une trompette, on passait la tête à travers les barreaux et on voyait. Et il y avait un monsieur qui passait et criait l'humanité, l'humanité. Mais après, il dit le journal de Jaurès. Alors moi, je dis à mon père, dis papa, il y a un homme qui a crié Jaurès dans la rue. Alors mon père, il m'a dit oui, parce que c'est lui qui avait fondé l'humanité. Il m'avait expliqué. Bradley a fait fusionner cette société dont il a hérité avec celle de votre père. Et le reste, c'est l'histoire ancienne. Dans la photo, j'étais toujours... Vous êtes très sensuelle.
On ne vous a jamais dit ça avant, hein? J'ai beaucoup aimé l'école. J'aimais bien y aller. La cour était plus grande parce qu'il n'y avait pas ce bâtiment là à côté. Il y avait 4 platanes, puis c'était de la terre battue. Hein. Les petites, mes camarades, elles me faisaient dire des mots, et puis je n'arrivais pas à distinguer 8 de vite. Alors je disais vite quand il fallait dire 8, ça les amusait. J'avais une petite camarade qui m'accompagnait tout le temps quand je rentrais à la maison. Et puis elle me disait qu'elle m'aimait bien, mais elle me dit qu'est-ce que c'est dommage que tu sois italienne. Je suis allée à la maison, puis je dis à maman, dis maman, c'est mal d'être italien. Elle me dit, mais non, tu es italienne parce que tu es née en Italie. C'est pas mal, c'est pas plus mal que d'être français. Alors ça m'avait un petit peu rassérénée, puis après je lui ai dit, tu lui diras que tu l'aimes bien. Alors après je lui ai dit, tu sais, moi je t'aime bien, elle s'appelait Nelly. J'ai dit, tu sais Nelly, moi je t'aime bien quand même, tu es française. J'ai passé mon certificat d'études en 24. Et j'ai eu la chance de le réussir. Et après? Après, je suis rentrée en apprentissage. Depuis toujours, on me disait que je serais une couturière. J'aimais d'ailleurs beaucoup coudre. Et on m'avait mis chez une couturière où l'ambiance, je retrouvais un petit peu dans cet atelier l'ambiance de mon école en Italie. Alors, je n'ai pas voulu y rester. À cette époque-là, celles qui rentraient en apprentissage, c'était presque toutes des filles de commerçants, des contremaîtres. Et moi, j'étais une simple fille d'ouvrier, alors j'étais en dessous d'elles. Une fille d'ouvrier ne comprenait pas qu'elle soit là. Je ne pouvais pas leur expliquer que les ouvriers valaient les autres, mais enfin, moi, je le sentais en moi. Moi, j'aimais bien mon milieu ouvrier, j'aimais le milieu où vivaient mes parents, toute cette ambiance de textile dans lequel nous vivions. C'est pour ça que je suis allée au textile. Eh ben, on va aller voir ça aux archives. Voilà. Capati. Ah, que c'est drôle de voir ça. Du 1900. Tu peux le est lire en chômage complet, oui. Nous sous-signés certifions que par suite du manque de travail, Mademoiselle Delestras Éléonore, employée dans nos ateliers comme tisseuse, du 1er janvier 1900 à ce jour, est en chômage complet. 40 ans seule. Oui, c'est là que j'ai travaillé. J'avais fait le tour de toutes les usines et j'allais de partout, mais il n'y avait pas de place, En plus, il y avait déjà du chômage pour celles qui y étaient. Et puis ça a duré pendant quelques années. Hein. C'était répercuté dans le monde entier, cette crise de 29-30. Et puis après, il y a eu une reprise. Là. Alors j'ai demandé à rentrer à l'usine Seguin. Et alors là, j'y suis restée 5 ans. Et c'est pendant ces 5 ans qu'il y a eu cette grande grève de 32 dont on en a parlé dans toute la France. Le départ de la grève, c'était où? Eh bien, le départ de la grève, c'était là, à la porte, puisque tout le monde était descendu des ateliers. Et alors, on avait discuté là devant la porte. Et puis, les ouvriers nous attendaient. Alors, on a dit, bon, on n'a pas obtenu satisfaction, on part en grève. Alors, on est tous montés dans les ateliers parce qu'on avait nos habits de travail pour se changer. Et puis après, on est redescendu. Et quand on est arrivé là, ici, il y avait les tisseuses. Et elles ne descendaient pas. Il y avait 3 délégués avec nous, mais j'ai dit, qu'est-ce qu'elles font? Et on était dehors, les patrons se sont mis sur la porte pour nous intimider. Alors on disait, il faudrait aller les chercher, mais personne se sentait le courage de passer devant les patrons. Je dis, moi j'y vais. On est allé au milieu des métiers, on leur avait arrêté les machines, puis on leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous manquez de parole, les autres sont en bas, maintenant il faut partir. Alors on est descendu, on est tous sortis. Quand j'étais remontée alors pour m'habiller, alors lui, les contremaîtres, il ne savait pas ce qui se passait. Alors il m'a dit, comment ça marche? Eh bien, j'ai dit, ils ne veulent pas entendre raison. Alors j'ai dit, c'est honteux de nous baisser le salaire. On a déjà des petits salaires. C'est vrai que le pouvoir d'achat était faible. Alors il nous avait dit comme argument que les œufs avaient baissé. Bien sûr, c'était le printemps, hein, mais on ne vit pas d'œufs. Hein. Il y a autre chose à manger. Alors j'étais toute excitée comme ça. Alors il me dit, mais c'est pas vrai, mais t'es communiste. Alors je me suis arrêtée, je l'ai regardé, puis je lui ai dit, communiste moi? Oh ben, je lui ai dit, ça se peut. Et puis voilà, c'est parti.
Ah, il y a eu de la répression, mais on a quand même repris tout le monde. Mais à fur et à mesure que nous partions, ou pour une chose ou l'autre, les garçons qui allaient au service militaire, ils ne les reprenaient pas. Tu vois, moi je suis partie, je suis sûre que, je n'ai jamais demandé à revenir, mais je suis sûre que, alors contre-maître, quand je suis partie, il m'a dit, tu sais, je te regrette beaucoup, si jamais un jour tu as besoin de revenir, tu peux revenir. Alors je lui ai dit, oui, vous dites comme ça, mais pas les patrons, parce que je savais bien comment ça marchait. Il m'a dit, on verra, on verra. Puis j'aurais eu besoin de revenir, mais je n'ai pas voulu revenir, j'ai travaillé ailleurs. Un soir, ils avaient encerclé la place de l'hôtel de ville, on pouvait plus sortir, les rues qui évacuaient étaient toutes prises par les gardes mobiles, et là, ils allaient nous tabasser. Hein. Alors il y a, je sais pas, il y avait Marchisio qui était un vieux résistant, qui était un réfugié politique, qui avait l'expérience des grèves en Italie et tout. Il a pris une grosse pierre, et puis sur les rideaux de fer d'un magasin, il a fait un bruit il a roulé, ça a fait un grand bruit, ça a effrayé les chevaux. Alors les chevaux se sont dispersés, ça fait qu'on a pu s'évacuer. On a pu se disperser comme ça. Alors, 750. Voilà. Très bien. Merci. Merci. Ah, tu me donnes ça. Ah, pour Il sa gagne. maison, tu lui donnes un ticket. Qu'est-ce qu'il fabrique? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Aux jeunesses communistes, au début, j'étais la seule. Puis j'étais la seule fille en 32, hein, pardon. Et à ce moment-là, moi, j'étais fiancée donc avec celui qui est devenu par la suite mon mari. Il était italien, il était de Turin. Il était bien acquis à nos idées, mais il n'était pas militant. Nous nous sommes mariés fin octobre 1933. Il faisait très froid. Il a pris un phlegmon dentaire qui lui a fait empoisonnement du sang et il est décédé au bout de 48 heures. Je suis retournée chez mes parents. Je suis restée longtemps à me remettre. J'étais plus qu'une épave. Je n'avais plus goût à rien. Entre-temps, mon frère a adhéré au JC et il me dit, tu sais, les copains, ils s'étonnent que tu ne reviennes pas. Puis alors j'ai commencé à y aller, j'ai repris mon activité. Il y avait une petite section socialiste où mon père était adhérent, où c'est là où il y avait beaucoup de copains de chez nous, de la même région. C'était politique si tu veux, mais c'était aussi familial. Là, j'ai une photo là d'un 1er mai que... Il y avait une petite guinguette, tu sais, de campagne qui était tenue aussi par l'Italien. On s'y réunissait le dimanche. Ça fait qu'on avait un semblant de vie collective, là. Mais à Vienne, il y avait aussi les anarchistes avant. Oui, il y avait les anarcho-syndicalistes qu'on appelait. Ici, on critiquait beaucoup les anarcho-syndicalistes, mais chez nous, on n'avait pas cette... Il y avait plutôt de l'unité avec les anarchistes, communistes et socialistes. Il y avait plutôt un semblant d'unité chez nous. En Italie. Oui. Oui. Parce que cette chanson-là, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'entendre, Dio Lugano Bella. Tu l'as entendue? Tu la connais? Non? Je l'ai là sur la cassette, je la ferai écouter. Et elle est bien, cette chanson. Mais c'est des anarchistes italiens qui s'étaient réfugiés en Suisse, et puis en Suisse, un jour, on les a chassés. Alors il y a eu 33, c'est-à-dire oui 33, il y a eu 34, 35, la préparation du Front populaire, le développement des organisations, les élections de 36.
Mon frère me disait toujours, ça a été les plus belles années de ma vie, parce qu'alors, quand j'ai payé, nous sommes allés au Pilat, et puis après, tous les dimanches, on sortait, tu sais, on portait le casse-croûte, on allait manger d'un côté et de l'autre. On vivait, quoi, on vivait, puis on était jeunes, on vivait heureux. Et puis un jour, j'allais au siège et je rencontre Luce, une camarade qui était au JC, qui était justement une étudiante communiste. Il m'a dit, Franco a déclaré la guerre, a attaqué la République en Espagne. Et elle en avait les larmes aux yeux. Ah bah oui, parce que l'homme était en guerre. Alors on a travaillé beaucoup pour la guerre d'Espagne. On s'est mis à tricoter, on faisait des colis. Et puis il y a eu la propagande pour la constitution des brigades internationales, tout ça. Il y avait beaucoup de jeunes, des jeunes surtout de l'immigration espagnole qui rejoignaient les troupes républicaines. On a travaillé énormément, mais enfin ça a été quand même quelque chose qui nous a frappé en pleine joie, parce que nous on est juste d'avoir les congés payés, les 40 heures, tout ça. Et on a vu que de partout il y avait à lutter. On l'a combattu, mais on n'était pas assez fort. Il y avait un jeune qui était de Lyon. Lily est mort d'ailleurs, le pauvre. C'était un très bon copain. On le connaissait, il venait souvent aux sorties avec nous. Il est parti volontaire, il avait 17 ou 18 ans, il n'est pas revenu, il y est resté. Il y avait eu 30 000 morts à Badajoz, dans la grande ville. Il paraît qu'il y avait 30 cm de sang sur la place des Tours. Il les mettait en rang puis les fusillait. Ultimamente, io in 4 anni hanno proprio cambiato tutto il meccanismo, sono tutte macchine moderne. Una sola per le 2 macchine? 1, 2 e 3 macchine. Bien, il y avait l'industrie textile, on sortait de l'école, on allait à l'usine. Invece ti porto a mangiare pesce Due mesi fa all'Agnè su un italiano, Ormezzano, che non segue la cruz, la Valle, in Francia. 43-47, Ferrara di Democrazia Europea fra 1 e 5, Riccardi, Italia dei Valori fra 0 e 4, altri 9-0. Non capisco che non ce l'ho sul video qui. Vediamo, andiamo. Exit poll dei sindaci, Stuani, centro-sinistra 53-57, centrodestra Barbieri fra 40 e 44, Angelini, lista di Pietro fra 1 e 3, Vespa, Democrazia Europea. J'étais plus optimiste que ça. J'avais peur, mais j'y croyais pas. Ça me surprend. Ils ont une épaisseur sur le dos.
Il y a eu 38. 38, l'accord de Munich. Première grève, on avait fait une grève générale qui n'a servi malheureusement à rien. Et puis 39. Alors, déclaration de guerre. Le Parti communiste met hors la loi. L'arrestation des dirigeants. Une première vague d'arrestation. Puis après, nous avons eu, nous, mon frère et moi, un refoulement. Et puis finalement, on a réussi de l'un à l'autre. Est-ce que c'est allé jusqu'où? C'est allé assez haut, mais finalement, on nous a donné un sursis. Mais on ne nous a pas rendu nos cartes de séjour. Nous sommes restés sans papier, comme les sans-papiers de maintenant, depuis 39, depuis fin 39 jusqu'en 42. On était refoulés en tant que communistes, c'est sûr. On en a vu qui sont partis, hein, des refoulés. Mais ils étaient cueillis à la frontière et c'était le camp de concentration quand c'était pas la prison. Moi j'ai venu, j'avais 11 ans. Ouais. Oh, je m'en souviens bien. Et moi, j'étais à l'école quand il y avait l'Algérie française. L'Algérie était française. Vous savez, on est tous pareils. Hein. Moi, je suis venue, je suis mariée ici, mais ça fait des années que je suis là. Et moi, ça fait longtemps. Vous savez combien ça fait? Ça fait avant qu'elle naisse ma fille, 15 ans, 16 ans. Oui. Moi, ça fait 78 ans. Que vous êtes là? Je vais avoir 90 ans. Ah, d'accord. Vous ne direz pas, vous faites jeune. Moi, j'ai jamais senti le besoin de demander la nationalité. Moi, je vivais à Vienne, j'étais viennoise. On était complètement intégrés. Hein. Mais entre-temps, nous, à partir de 40, on a pris contact avec la résistance. Et alors, ça nous faisait quand même moins peur parce que on passait à la clandestinité. Hein. C'était plus question d'aller dans la gueule de Mussolini en 42. C'était plus du tout pareil. On se demandait ce que ça allait faire. On sentait que c'était le nazisme qui était contre nous avec le fascisme italien. Nous, on continuait la lutte qu'on avait commencée. Ouais. En œuvre pour faire reculer le ministère des Finances, car avec 7 casinos et près de 1000 machines à sous, ce département est un de ceux où on joue le plus en France. Les emplois sont donc menacés, disent les professionnels, mais pas seulement. Les communes se sentent aussi... La couture m'avait aidé. Hein. Je faisais des petites robes et puis je partais à la campagne, on les échangeait contre du ravitaillement, des petites robes d'enfants, des machins comme ça. Comme on ne trouvait rien à acheter, les paysans étaient contents. International de congrès de nos villes en est là encore. On charriait des armes. On nous apportait des armes, je ne sais pas d'où elles venaient. Mon père les prenait, les graissait, les enveloppait, les enterrait dans le jardin. Après, on nous disait qu'il les fallait, on les sortait, on les ramenait. Un jour, avec une camarade, tu connais les sacs à Moleskine, là, qu'il y avait autrefois. On portait ça, c'était lourd comme tout, on les portait à deux, en plein centre-ville. Les manettes se cassent et heureusement que c'était plié, tout dérinvole dans la rue. On a ramassé ça en vitesse. On a eu peur bien des fois, mais enfin, on a toujours. Puis je pense que dans une certaine mesure, on était peut-être même inconsciente du danger qu'on courait. Parce qu'il y en a qui ont été fusillés pour moins que ça. Ouais. Eh oui, la terre est basse, hein? Oh, elle est bien basse, il ne faut pas avoir mal au dos. Moi, ça me fait penser à mon père. Je plante mes petites fleurs dans mes pots de fleurs. Moi, je mets sur la table la terre. Hein. Ouais, bah, je mets des papiers. Alors, je pense à lui. Je dis, bah, lui, il disait, si je pouvais y mettre sur la table, moi, je la mets, la terre, sur la table. Mais je crois qu'on parle tous la même chose, hein. Oui. Même aujourd'hui. Oui,
Alors, je vous racontais de l'histoire de mon frère. Oui. Quand il est parti, alors on était en danger, nous, avec la Gestapo, parce qu'ils prenaient des otages. Moi, j'allais coucher chez une amie, et mes parents, ils allaient coucher à Estansin, dans une maison. Et puis, un soir, un dimanche soir, on revenait, tous les dimanches, on allait chercher à manger à la campagne. Je vois mon père sur la route neuve, je lui dis, mais vous êtes là? Il m'a dit, oui, la maison, elle était tombée. Alors ils sont venus coucher au jardin, on avait une espèce de petite baraque, mais c'était de la terre battue. Mais et quand il pleuvait, ils couchaient sous un parapluie. Écoutez, ces pauvres gens, on en a fait voir. Il faut y voir, faut y Alors, croire. oui. C'est par ma soeur que j'ai connu Alba. Il était membre des jeunesses communistes à l'époque. Eh bien, on va bien. Comment ça va? Bonjour Alba. Bonjour. Content de te voir. Ben moi aussi. Bon, tu te souviens quand je suis venu vous voir au jardin, Valdo et toi, au moment du pacte germano-soviétique? Ouais. Tu étais en vélo. Oui, j'étais en bicyclette, mais en vélo Tu as de course posé habituel. ton vélo à la porte et tu es rentré. Et je me posais des questions parce qu'il y avait un certain trouble dans l'opinion publique. Quand il y avait un changement, quel qu'il soit, ça réveillait quand même les gens. Et La situation s'est vraiment éclaircie au moment où l'Allemagne a attaqué l'Union soviétique. alors là, ça a été franc, Là, net, on s'est dit, ben voilà, si les choses sont de nouveau claires, et tout en étant très inquiet sur la suite des événements, parce qu'on savait qu'Hitler était très puissant, et on a eu beaucoup d'espoir quand même. On s'est dit, bon, ben, Napoléon, ça lui a pas réussi, alors Hitler, ça va peut-être faire pareil. Le Parti communiste était un peu reconstitué entre-temps. Oui. On n'y voyait plus clair, puis on était déjà mieux organisés, on faisait évader les gens, on faisait évader les gars, on les hébergeait. La libération, ça a été aussi un moment difficile où vous avez appris tout ça. Ah oui. La joie était C'était à la fois difficile parce qu'évidemment on apprenait la perte de copains et en même temps exaltant parce qu'on était libérés. Les Allemands étaient partis, les nazis étaient partis. C'est ça qui était important. César, en Espagne, il était membre des partis des jeunesses socialistes unifiées. Et ici, il s'est formé, après la libération, ici, s'était formé un petit groupe d'Espagnols qui étaient communistes. On s'est connus comme ça dans les fêtes après la libération. Et puis nous nous sommes mariés en 1949. Bonjour. Ça va? Ça va? Vous cherchez vos chaussures? Oui, viens chercher mes chaussures. C'est prêt? Oui, c'est prêt. Voilà. Alors, je pense que ça fera moins de bruit. Voilà, je vous ai mis une talonnette en caoutchouc antidérapante, très silencieuse. Très bien. Dans cette cordonnerie, vous êtes arrivé Non, quand? on avait débuté là-bas, on avait acheté les shops dans les vieilles baraques. Là, vous vous rappelez comment c'était les vieilles baraques moyenâgeuses? Ça avançait sur le trottoir. Oui, oui. Et puis, ça marchait, ça tournait bien. Après, ça a marché. Il y avait énormément de réparations. Au début, c'était les talons aiguilles. Les talons aiguilles. Oh là là. Moi, la mode. Oui. Mais là-bas, au début, ça ne marchait pas du tout. Il n'y avait pas de clients. Alors, il tapait sur des morceaux de cuir, mon mari, pour faire voir qu'il travaillait. Oui. Et puis, quand il y avait quelqu'un qui mettait le pied sur le trottoir, il disait savoir si c'est quelqu'un qui vient chez moi. L'angoisse, oui. les premiers temps. Et puis, ça a pris. On avait déjà une petite clientèle, mais quand on est venu ici, on l'a doublé. Hein. Et on a travaillé une dizaine d'années. Mon mari est tombé malade en 63. 63. Oui, et il nous fallait vivre. On est resté pendant 2 ans sans rien, aucune ressource. Rien ne rentrait. Alors on a vendu la voiture, on avait quelques petites économies, on a tout bouffé. Pas de couverture sociale, il était artisan, il n'y avait rien pour les artisans. C'était une autre époque, ça a été quelque chose d'affreux. Il y a mes parents, il y a mon frère, il y a mon mari, ils sont tous les 4. Il y a tout ce que j'ai perdu. Je t'ai amené dans ce bar pour te faire voir un cendrier qui m'avait intéressée parce qu'il vient d'Estrémadure, qui est le pays de mon mari. J'ai amené ma belle-sœur. Ma belle-sœur, elle en avait les larmes aux yeux. C'est vrai, elle est très attachée à son pays, alors je regrette de ne plus avoir mon mari pour lui faire voir.
Alors mon mari me dit, dès qu'on pourra, il faudra que tu ailles faire la connaissance de ma famille. Mais lui, il a dit, non, non, moi je ne veux pas aller là-bas sous Franco. Tant que Franco y sera, moi j'y retourne pas. Alors en 57, les vacances de 57, je suis partie d'un village. C'est là que tu as fait connaissance de Marie-Laure? Ah oui, Marie-Laure, c'est une petite fille timide qui restait toujours en arrière et tout. Et on sentait qu'elle avait besoin de soins, de prendre des forces. Alors j'avais posé la question à ma belle-sœur, j'ai dit, si tu veux que je l'emmène 3 mois, un changement d'air, elle avait posé la question au docteur, il avait dit, oh ben oui, ça peut, elle a demandé à la petite, elle était toujours prête à partir. Et je l'ai emmenée. Puis finalement, une fois qu'elle a été ici, eh ben, elle a plus voulu retourner. Les parents sont venus la voir plusieurs fois, puis après ses parents sont venus s'établir ici, mais elle a toujours voulu rester chez nous. Aujourd'hui, elle est mariée, elle habite dans l'Ain, elle a 2 enfants, des grands-enfants. Voilà. Et c'est ma fille, quoi. Mais si tu vois pas où c'est, il faut appuyer là sur le... Oui. Ça prend pas? Non. Si, ça y est, c'est bon. Alors il faut garder le doigt dessus un moment. Oui. Garde ça si c'est beau comme allumette, dis donc. Où est-ce que tu achètes ça? Hein? Où est-ce que tu achètes ça? C'est toi qui me les as achetés. Moi? Vous me les avez apportés d'un magasin, je sais pas où. Bon, je peux lâcher? Essaye. Ouais, tu me racontais que vous aviez eu une réunion hier à la section du parti à Vienne. Une réunion des principaux membres pour préparer l'exposition des livres. Et alors il y aura le livre de Daniel Berger qui sera fait. Ah oui, alors il y était hier à la réunion. Oui, on est aussi. Enfin, et alors on a des propositions de faire... C'est l'exposition qu'ils font à la salle des fêtes, comme chaque année? C'est l'exposition comme chaque année qu'on a fait à la salle des fêtes. On a un certain nombre de propositions qui nous ont été faites par la maison des enfants d'Isieux. D'ici le mois de novembre. Moi j'aimerais bien celle-ci. Hein. Celle-ci, moi j'aimerais bien celle-ci. Les femmes afghanes. Les femmes afghanes. Il me semble que celle-ci a une signification de perspective. Les autres, c'est une signification de mémoire. Je me suis bien intéressée. Il y a eu un reportage sur l'humour, sur les femmes afghanes, et j'aurais bien aimé celle-ci. Je crois qu'elle a été acceptée. Et puis, on va surtout, et aussi sur les enfants d'Isieux. T'as tenu compte, tu sais, tous les événements qui se passent maintenant, la montée du fascisme en Autriche, Berlusconi en Italie, et tout ça. C'est inquiétant. Il y a quand même de quoi se faire un certain souci quand on voit un néofasciste qui est vice-président du Conseil, sous Berlusconi. Et je pense que rappeler ce qui s'est passé pendant cette période très difficile dans notre ville, c'est très actuel. On pourrait faire peut-être un débat par la même occasion avec Jean-Daniel présent, avec la signature de son livre. On voit le développement des mouvements fascistes un peu partout, hein, et je pense que expliquer comment nous avons lutté contre le fascisme à cette époque-là, c'est important. Il y avait un bal qu'avait organisé les jeunesses communistes et nous sommes venus, c'était quelque chose qui ça avait beaucoup de succès parce que c'était tout de suite après les congés payés, il y avait eu le Front populaire, tout ça. J'ai dansé avec Daniel Lasserre et à ce moment-là, presque à nos pieds, on passait juste à la table où il y avait mes parents, il y a une espèce de boule qui tombe, fumante. Il a compris ce que c'était et il a attrapé cette boule et l'a jetée à l'extérieur. Donc là, tu vois, après le bâtiment, là dans la rue, il est tombé dans la rue et elle avait à peine posé qu'elle a explosé. Alors la lumière s'est éteinte et tout. Et on a vu à travers, il y avait un petit mur, un gars qui s'enfuyait. Alors Daniel, qui était grand sportif et puis jeune, il a sauté la barrière et il lui a couru après. Et il est arrivé à l'atteindre sur le bas-port, il allait l'attraper. Et puis, quand il allait l'atteindre, l'autre s'est retourné et il l'a battu. Il aurait dû penser qu'il était armé, mais on ne pensait pas à tant de mal. Et voilà, il l'a battu. Je crois que ça avait soulevé la France entière. Le jour des funérailles, la population, la presse disait que la population de Vienne avait doublé. Donc il y avait 30 000 personnes aux funérailles.
Et ça a été la première victime du fascisme. C'est dans les périodes de lutte qu'il y a cette solidarité, c'est pas comme ça. Puis les gens ne sont pas pareils. Écoute, quand on est parti en grève, les ouvriers, ils n'avaient pas de quoi manger pendant 8 jours. Alors il fallait les aider tout de suite, parce qu'on avait des salaires de misère. Et alors, on partageait. Tu n'es pas habitué à ces pâtes-là? Si, mais ça change selon les pâtes, je crois. On a une spécialité qui venait directement d'Italie, mais il n'y en a pas dans le rayon. Je ne me rappelle même plus comment c'était la marque. La Riscosa. Ça me faisait penser à Bandiera Rossa. Mais c'est parce que tu baignes déjà dans cette situation, que tu es révolté, que tu sens la nécessité de t'engager. Mon frère et moi, on n'étaient pas les seuls fils de militants, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui ont suivi l'exemple des parents. Les jeunes qui venaient à nous, c'est parce qu'ils nous voyaient vivre, et ils suivaient notre exemple. C'était pas parce que, par contre, moi j'ai toujours été contre ça de dire à quelqu'un, viens avec nous, fais ci, fais ça. Non, il faut les laisser qu'ils viennent spontanément. Gentil, on est vraiment contents. Eh bien, merci à vous pour cette invitation. Merci à l'intéressé d'avoir supporté le choc, parce qu'on l'a remu pas mal ces derniers temps. On te la prend, on te l'emmène de partout, elle suit bien, ça va. Bon, on t'attend, il faut y aller là. Allez, il n'y en a que deux, on a plus 90. Il n'y en a que deux. Quand je vois des Français. Un petit calcul. Un petit diamant, un mat. Ça, c'est une Et de la mine descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur la route. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Bon anniversaire, Alba. Voici quelques pivoines, et merci pour les histoires.